Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous retournons à Londres. Le nord de la ville. Les mêmes rues anonymes. Les mêmes pubs où l'on entre pour ne pas rester seul. Des lieux où les visages se croisent, sans toujours se souvenir les uns des autres. À la fin des années 1970, un homme vit ici. Un fonctionnaire discret. Calme. Organisé. Presque invisible. Denny Nielsen. Le soir, il parle. Il écoute. Il offre un verre. Il ramène chez lui des hommes qui n'ont nulle part où aller. Et dans cet appartement ordinaire, ils disparaissent. Pendant plusieurs années, rien ne relie ses absences. Pas de scène visible. Pas de témoin. Pas d'alerte immédiate. Jusqu'au jour où une canalisation se bouche. Et où ce qui devait rester invisible, remonte à la surface. Denny Nielsen reconnaîtra les faits. Il évoquera plusieurs victimes. Et proposera, plus tard, ses propres explications. Mais certaines questions resteront sans réponse. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Denny Nielsen naît le 23 novembre 1945, à Fraserburgh, sur la côte nord-est de l'Écosse. Une ville tournée vers la mer. Des maisons de granit. Un port actif. Un climat dur, rythmé par le vent et le sel. Il grandit dans un environnement modeste. Ses parents se séparent alors qu'il est encore enfant. Il est élevé en grande partie par sa mère et ses grands-parents maternels. Parmi eux, une figure occupe une place importante. Son grand-père, Andrew Witt. Pêcheur. Présent. Stable. Les sources indiquent que cette relation est marquante dans son enfance. En 1951, alors que Denny Nielsen a environ 6 ans, son grand-père meurt. Il est amené à voir le corps. Ce moment est mentionné à plusieurs reprises dans les récits ultérieurs. Notamment dans ses propres écrits. Il décrit cette scène. Un corps immobile. Silencieux. Et une compréhension progressive. La mort n'est pas un sommeil. Elle est une absence. Ce souvenir sera évoqué plus tard par Nielsen lui-même comme un moment important. Mais il est essentiel de préciser ceci. Rien ne permet d'établir un lien direct et certain entre cet événement et les actes qu'il commettra des années plus tard. Ce point relève de l'interprétation. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que ce souvenir existe. Qu'il est présent dans ses propres récits. Et qu'il fait partie des éléments qu'il mobilise pour expliquer son parcours. Après cette période, Nielsen poursuit sa scolarité. Puis, à l'adolescence, il s'engage dans l'armée. Un choix fréquent à cette époque. Un cadre structuré. Une forme de stabilité. Il y restera plusieurs années. Avant de revenir à la vie civile. À ce stade, rien ne permet d'identifier un basculement. Aucun événement unique. Aucune rupture clairement documentée. Seulement un parcours. Une enfance. Une perte. Et une trajectoire qui se poursuit. Après avoir quitté l'armée, Denny Nielsen s'installe à Londres. Nous sommes au début des années 1970. La ville change. Les quartiers du Nord, comme Kentish Town ou Cricklewood, accueillent une population variée. Des travailleurs, des étudiants, des personnes en situation précaire. Nielsen s'inscrit dans une vie ordinaire. Il travaille pour un service public lié à l'emploi. Un poste administratif. Ses collègues le décrivent comme calme, fiable, discret. Ces éléments sont rapportés dans les témoignages recueillis après son arrestation. À ce stade, rien ne le distingue particulièrement. En parallèle, sa vie personnelle reste limitée. Il vit seul. Les relations qu'il entretient sont ponctuelles. Certaines sources mentionnent plusieurs relations, qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Mais les détails précis de ces relations restent peu documentés. Ce point est important. Parce qu'il empêche de reconstruire une trajectoire affective complète. Concernant sa vie intime, Nielsen est homosexuel. À cette époque, l'homosexualité a été partiellement dépénalisée en Angleterre, 1967, mais reste socialement stigmatisée. Ce contexte existe. Il est documenté. Mais là encore, il ne permet pas d'expliquer à lui seul ce qui se produira ensuite. Au fil du temps, certains éléments apparaissent dans ses propres récits.
notamment après son arrestation. Il évoque un sentiment d'isolement, une difficulté à maintenir des relations, et une peur de l'abandon. Ces éléments sont présents dans ses déclarations. Mais ils doivent être considérés pour ce qu'ils sont. Des explications formulées après les faits. Elles ne constituent pas, en elles-mêmes, une cause établie. À la fin des années 1970, Nielsen vit dans un appartement à Melrose Avenue, dans le nord de Londres. Il travaille. Il rentre chez lui. Il mène une vie qui, de l'extérieur, ne présente pas de signes particuliers. Rien ne permet alors d'anticiper ce qui va suivre. Aucun signal public. Aucune alerte formalisée. Seulement un cadre. Un homme seul. Un appartement. Et une vie qui, en apparence, reste ordinaire. À la fin de l'année 1978, Denny Nielsen vit à Melrose Avenue, dans le nord de Londres. Le 30 décembre, il rencontre un jeune homme. Stephen Holmes. Les éléments établis indiquent qu'ils se rencontrent dans un pub. Ils discutent. Ils boivent. Puis ils se rendent ensemble dans l'appartement de Nielsen. Ce type de situation n'est pas inhabituel dans ce contexte. Des rencontres. Des échanges. Une soirée qui se prolonge ailleurs. Une fois dans l'appartement, ils continuent à boire. Au cours de la nuit, Stephen Holmes s'endort. Ce qui se produit ensuite est établi à partir des aveux de Nielsen. Il déclare avoir étranglé le jeune homme avec un lien, alors qu'il dormait. Puis avoir procédé à une immersion dans de l'eau. Ces éléments sont retenus dans le cadre de l'enquête. Il s'agit du premier meurtre reconnu. À ce stade, plusieurs points doivent être précisés. D'abord, l'absence de planification clairement établie. Les éléments disponibles ne permettent pas de conclure que ce meurtre a été préparé à l'avance de manière structurée. Ensuite, les motivations. Nielsen expliquera plus tard avoir agi dans un contexte de peur de l'abandon. Mais cette explication provient de ses propres déclarations. Elle ne constitue pas un fait vérifiable en tant que tel. Enfin, la suite des événements. Après le meurtre, le corps est conservé dans l'appartement. Puis dissimulé sous le plancher. Cette dissimulation est établie. Le corps restera à cet endroit pendant plusieurs mois avant d'être déplacé et détruit. Ce premier crime ne déclenche aucune alerte immédiate. Stephen Holmes n'est pas retrouvé. Et sa disparition ne donne pas lieu à une enquête qui permettrait d'identifier un suspect. À ce moment-là, aucun élément ne relie Denny Nielsen à cet acte. Rien n'est visible. Rien n'est signalé. Et c'est précisément ce qui permet à la situation de continuer. Après le meurtre de Stephen Holmes, Denny Nielsen reste dans son appartement de Melrose Avenue. Il continue à travailler, à mener sa vie quotidienne. Aucun élément extérieur ne signale immédiatement ce qui s'est produit. Dans les mois qui suivent, d'autres faits se produisent. Les éléments établis indiquent que plusieurs hommes sont rencontrés dans des pubs du nord de Londres. Le schéma général est similaire. Une rencontre, une conversation, de l'alcool, puis un retour à l'appartement. Ces éléments sont confirmés par les aveux de Nielsen et par l'enquête. Une fois dans l'appartement, les victimes s'endorment. Et c'est à ce moment-là que les meurtres ont lieu. La méthode principale mentionnée est l'étranglement, parfois accompagné d'une immersion dans l'eau. Ces éléments sont retenus dans le dossier. Il est important de préciser que ces informations reposent en grande partie sur les déclarations de Nielsen lui-même. Elles sont cohérentes avec les éléments matériels retrouvés, mais ne permettent pas toujours de reconstituer chaque événement dans le détail. Après les meurtres, les corps sont conservés pendant un certain temps dans l'appartement. Ce point est établi. Nielsen décrira ses pratiques dans ses propres récits, en évoquant une forme de présence. Mais là encore, il s'agit de ses déclarations. Elles ne peuvent pas être considérées comme une explication objective. Par la suite, les corps sont détruits. À Melrose Avenue, cela se fait notamment dans le jardin. Des restes sont brûlés. Ces éléments sont confirmés par l'enquête. Le voisinage ne signale pas immédiatement ces faits. Certains témoignages évoqueront plus tard des odeurs inhabituelles. Mais ces observations sont formulées après coup. À ce moment-là, rien ne déclenche d'intervention. L'appartement reste un espace privé. Un lieu ordinaire, en apparence. Et c'est dans cet espace que plusieurs meurtres sont commis,
sans être détectés. Au cours des années qui suivent, plusieurs hommes disparaissent à Londres. Certains sont identifiés. D'autres ne le seront jamais. L'enquête permettra d'établir qu'au moins 15 victimes sont liées à Denny Nielsen. Ce chiffre repose en grande partie sur ses aveux. Il constitue la base retenue dans le dossier. Mais toutes les victimes ne sont pas formellement identifiées. C'est un point essentiel. Parmi elles, certaines ont un nom. Stephen Holmes, Kenneth Ockenden, Graham Allen, Malcolm Barlow, Stephen Sinclair. D'autres restent inconnus. Leur identité n'a pas pu être établie. Les raisons de cette absence sont multiples. Certaines victimes vivent en situation précaire. D'autres sont isolées. Certaines ont quitté leur famille depuis longtemps. Dans plusieurs cas, aucune disparition n'est signalée immédiatement. Ce point n'est pas lié à une seule cause. Il s'inscrit dans un contexte. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, certaines populations restent peu visibles. Des hommes seuls. Des jeunes en rupture. Des personnes vivant en marge. Leur absence peut passer inaperçue pendant un temps. Cela ne signifie pas qu'elle n'est jamais remarquée. Mais elle ne déclenche pas toujours une enquête immédiate. Dans ce contexte, les faits restent isolés. Aucun lien n'est établi entre les disparitions. Aucune série n'est identifiée. Les éléments sont dispersés. Et sans preuve directe, il n'est pas possible de les relier à un auteur. Ce chapitre ne repose pas sur une stratégie clairement formulée. Il ne montre pas un plan. Il montre une situation. Des rencontres individuelles. Des disparitions non reliées entre elles. Et une absence de visibilité. Ce n'est qu'après l'arrestation de Nielsen que ces éléments seront regroupés. Que les noms seront rapprochés. Et que la série apparaîtra pour ce qu'elle est. En 1981, Denny Nielsen quitte Melrose Avenue. Il emménage au 23 Cranley Gardens, dans le quartier de Muswell Hill, au nord de Londres. Un immeuble partagé. Plusieurs locataires. Des espaces communs. Contrairement à son logement précédent, il n'y a pas de jardin privatif. Ce changement a une conséquence directe. Il modifie la gestion des corps. Les éléments établis indiquent que les meurtres se poursuivent dans ce nouvel appartement. Le mode de rencontre reste similaire. Des hommes rencontrés dans des pubs. Une invitation. Une soirée. Puis un retour à l'appartement. Les faits se déroulent ensuite à l'intérieur. Comme auparavant, les meurtres ont lieu principalement pendant le sommeil des victimes. La méthode décrite dans les aveux reste cohérente. Étranglement. Parfois suivi d'une immersion. Après les faits, les corps sont conservés pendant un certain temps. Ce point est confirmé. Mais l'absence de jardin impose des adaptations. Les éléments de l'enquête montrent que Nielsen procède à la destruction des corps à l'intérieur de l'appartement. Notamment à l'aide de chaleur et d'eau. Des restes sont ensuite éliminés par différents moyens. Une partie est jetée avec les ordures. Une autre est évacuée par les canalisations. Ces éléments sont établis. Ils seront confirmés par les constatations faites après son arrestation. À Cranley Gardens, le cadre change. Le lieu est moins isolé. Plus proche d'autres habitants. Mais cela ne provoque pas d'intervention immédiate. Certains voisins évoqueront plus tard des odeurs inhabituelles. Ces témoignages existent. Mais ils sont formulés après les faits. À ce moment-là, ils ne sont pas interprétés comme des signes d'une activité criminelle. Le fonctionnement reste invisible. L'appartement est fermé. Les faits se déroulent à l'intérieur. Et malgré la proximité d'autres personnes, aucun élément ne permet d'identifier ce qui s'y passe. Dans l'ensemble des faits reconnus, certaines personnes survivent. Ce point est établi. Il ne concerne pas un grand nombre de cas, mais il est documenté. Parmi eux, un nom apparaît dans le dossier. Carl Stotter. Les éléments retenus indiquent qu'il rencontre Denny Nielsen dans un pub. Comme pour les autres victimes, il se rend ensuite dans son appartement. Au cours de la nuit, Nielsen tente de l'étrangler. Carl Stotter perd connaissance. Mais il ne meurt pas. Lorsqu'il reprend conscience, il présente des signes physiques. Des marques au cou. Des lésions liées à la strangulation. Ces éléments seront évoqués par la suite. Après cet épisode, Nielsen l'accompagne à l'extérieur.
Il le raccompagne jusqu'à un transport. Ce point est mentionné dans les témoignages. Aucune alerte immédiate ne suit cet événement. Karl Stauter ne dépose pas de plainte à ce moment-là. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. La confusion. L'état physique après l'agression. La difficulté à interpréter précisément ce qui s'est produit. Ces éléments ne sont pas spécifiques à ce cas. Dans certaines situations, une victime peut ne pas identifier immédiatement l'intention de l'auteur. Ou ne pas engager de démarche formelle. Ce n'est que plus tard, dans le cadre de l'enquête, que ce témoignage est recueilli. Il vient compléter les éléments déjà établis. Il montre un cas, un événement, qui, pris isolément, ne permet pas d'identifier une série criminelle. Mais qui, une fois intégré dans l'ensemble, prend un sens différent. Au début du mois de février 1983, des problèmes sont signalés dans l'immeuble du 23 Cranley Gardens. Les canalisations sont obstruées. Les occupants constatent des remontées d'eau. Un mauvais écoulement. Une intervention est demandée. Un plombier, Michael 4 ans, est envoyé sur place. Son intervention s'inscrit dans un cadre classique. Un appel technique. Un problème d'évacuation. Il accède au système de drainage situé à l'extérieur du bâtiment. En ouvrant le conduit, il constate la présence de matières inhabituelles. Des fragments qui ne correspondent pas aux déchets domestiques habituels. Face à cette situation, il interrompt son intervention. Et contacte les autorités. La police est alertée. Les premiers éléments sont examinés. Ils conduisent rapidement à une intervention dans l'immeuble. Le 9 février 1983, des agents se rendent au 23 Cranley Gardens. Ils identifient l'appartement occupé par Denny Nielsen. Ils se présentent à la porte. Nielsen ouvre. Il est calme. Les échanges qui suivent sont documentés. Lorsqu'il est interrogé sur l'origine des éléments retrouvés dans les canalisations, il indique qu'ils proviennent de corps humains. Il évoque plusieurs victimes. Ces déclarations sont immédiates. Elles orientent immédiatement l'enquête. Nielsen est placé en garde à vue. L'affaire change de nature. Ce qui était une intervention technique devient une enquête criminelle majeure. Ce moment marque la fin des faits. Non pas par une enquête progressive, mais par une découverte accidentelle. Après son arrestation le 9 février 1983, Denny Nielsen est placé en garde à vue. Les interrogatoires commencent rapidement. Dès les premières heures, il reconnaît les faits. Ce point est établi. Il ne conteste pas. Il ne nie pas. Il décrit. Les éléments de l'enquête montrent qu'il fournit des informations détaillées sur les meurtres. Les lieux. Les méthodes. Les victimes dont il se souvient. Il évoque un nombre total d'environ 15 victimes. Ce chiffre provient de ses propres déclarations. Il constitue la base retenue dans le dossier. Mais toutes les victimes ne peuvent pas être identifiées. Au cours des interrogatoires, Nielsen adopte une attitude qui sera relevée par les enquêteurs. Il parle de manière posée, structurée. Ses réponses sont précises. Il ne cherche pas à minimiser les faits. Il ne tente pas non plus de construire une version alternative. Ce comportement est documenté. Mais il ne doit pas être interprété comme une forme de coopération totale. Les informations qu'il fournit reposent en grande partie sur sa mémoire. Elles permettent d'orienter l'enquête. Mais elles ne permettent pas de reconstituer chaque événement dans le détail. Certaines identités restent inconnues. Certains éléments restent partiels. Au cours de ces échanges, Nielsen propose également des explications. Il évoque la solitude. La difficulté à maintenir des relations. Ces éléments apparaissent dans ses déclarations. Mais ils relèvent de son interprétation personnelle. Ils ne constituent pas des faits établis. Ils ne sont pas utilisés comme base de qualification juridique. L'enquête repose sur autre chose. Les restes retrouvés. Les analyses. Les recoupements. Les aveux jouent un rôle important. Mais ils ne sont pas suffisants à eux seuls. Les faits sont déjà là. Les aveux viennent les structurer. Le procès de Denny Nielsen s'ouvre en octobre 1983, à l'Old Bailey, à Londres. Il porte sur plusieurs chefs d'accusation, liés aux meurtres commis entre 1978 et 1983. Les éléments présentés reposent sur différentes sources.
les aveux, les restes humains retrouvés, les analyses médico-légales et les témoignages. À ce stade, la matérialité des faits est établie. La question centrale du procès ne porte pas sur leur existence, mais sur la responsabilité pénale de l'accusé. Denny Nielsen plaide non coupable. Ce point peut sembler contradictoire avec ses aveux, mais il s'inscrit dans une stratégie de défense. La question soulevée est celle de son état mental au moment des faits. Des expertises psychiatriques sont présentées. Elles examinent sa capacité à comprendre et à contrôler ses actes. Les conclusions retenues indiquent qu'il est apte à être jugé et responsable pénalement. Au cours du procès, les éléments sont présentés de manière structurée. Les faits sont détaillés. Les victimes identifiées sont nommées. Mais comme dans l'enquête, certaines limites subsistent. Toutes les victimes ne sont pas formellement identifiées. Certaines parties des faits reposent sur les déclarations de Nielsen. Le tribunal distingue ces éléments. Il s'appuie sur ce qui peut être démontré et sur ce qui est corroboré par des preuves matérielles. Le 4 novembre 1983, le verdict est rendu. Denny Nielsen est reconnu coupable. Il est condamné à la réclusion à perpétuité. Cette décision repose sur la gravité des faits et sur leur répétition. Le procès établit un cadre. Il fixe les responsabilités. Mais il ne permet pas de répondre à toutes les questions. Certaines zones restent incertaines, notamment en ce qui concerne l'identité de toutes les victimes et le déroulement précis de chaque événement. Pendant sa détention, Denny Nielsen écrit beaucoup. Les éléments disponibles indiquent qu'il rédige des textes sur son parcours, des notes, des récits, une forme d'autobiographie. Ce travail d'écriture s'étale sur plusieurs années. Il porte sur différents aspects. Son enfance, son parcours, les faits pour lesquels il a été condamné. Ses écrits existent. Ils seront évoqués à plusieurs reprises dans les années qui suivent. À un moment, les autorités pénitentiaires interviennent. Certains documents sont saisis. La question de leur diffusion est posée. Elle donne lieu à des échanges juridiques. Parce qu'elle touche à un point sensible. Le droit d'écrire. Et la diffusion de contenus liés à des faits criminels. Par la suite, une partie de ces écrits circulera, notamment à travers des correspondances avec des journalistes et des chercheurs. Et plus tard, sous une forme éditée. Mais il est important de préciser leur statut. Ces textes ne constituent pas des documents judiciaires. Ils ne sont pas produits dans le cadre de l'enquête. Ils relèvent de la parole de l'auteur. Ils contiennent des descriptions, des explications, des interprétations. Mais ces éléments ne peuvent pas être considérés comme des faits établis. Ils doivent être replacés dans leur contexte. Celui d'un homme condamné, qui revient sur son propre parcours, et qui propose sa propre lecture des événements. Dans ce type de situation, une distinction est nécessaire entre ce qui est démontré et ce qui est raconté. Les écrits de Nielsen appartiennent à la seconde catégorie. Ils participent au récit, mais ils ne définissent pas les faits. Après son arrestation et sa condamnation, plusieurs tentatives sont faites pour comprendre les actes de Denny Nielsen. Elles proviennent de différentes sources. Ses propres déclarations, les analyses de journalistes, les travaux de criminologues. Parmi ces éléments, une idée revient fréquemment. Celle d'une solitude importante. Nielsen lui-même évoque ce point à plusieurs reprises. Il décrit une difficulté à maintenir des relations durables, un sentiment d'isolement, et une peur d'être laissé seul. Ces éléments apparaissent dans ses écrits et dans ses entretiens. Ils seront également repris dans certains ouvrages consacrés à l'affaire, notamment à travers l'expression « Killing for Company ». Mais il est essentiel de préciser leur statut. Ces explications ne constituent pas des faits établis. Elles sont des interprétations. Elles proviennent en grande partie de l'auteur lui-même. Et elles sont reprises, analysées, reformulées. Elles tentent de donner un sens. Mais elles ne permettent pas d'établir une cause unique. D'autres approches existent. Certaines mettent en avant des éléments liés à son parcours. D'autres à son fonctionnement psychologique. Mais aucune ne permet de rendre compte, de manière complète et certaine, de l'ensemble des faits.
C'est un point important. Parce qu'il marque une limite entre ce que l'on peut décrire et ce que l'on peut expliquer. Au cours de l'enquête, plusieurs victimes sont identifiées. Leurs noms apparaissent dans le dossier. Stephen Holmes, Kenneth Ockenden, Graham Allen, Malcolm Barlow, Stephen Sinclair. D'autres ne le sont pas. Les éléments disponibles indiquent qu'un total d'environ 15 victimes est retenu. Ce chiffre repose en grande partie sur les déclarations de Denny Nielsen, recoupées avec les éléments matériels retrouvés. Mais toutes les identités ne peuvent pas être établies. Certaines restent inconnues. Ce point est essentiel. Parce qu'il marque une limite. Une partie de cette histoire ne peut pas être entièrement reconstituée. Les victimes identifiées ont des parcours différents. Certaines sont jeunes. Certaines sont en situation de précarité. Certaines vivent en marge. Ces éléments apparaissent dans les informations disponibles. Mais ils ne définissent pas ces personnes. Ils décrivent un contexte dans lequel elles ont évolué. Ce chapitre ne cherche pas à reconstituer chaque vie dans le détail. Les sources ne le permettent pas toujours. Mais il rappelle un point simple. Il ne s'agit pas d'un seul événement, ni d'un seul moment, mais de plusieurs vies, interrompues. Certaines ont un nom, d'autres non, et c'est précisément ce qui rend cette affaire difficile à refermer. Parce qu'une partie des victimes ne peut pas être nommée. Et qu'une absence sans nom reste plus difficile à reconnaître. Après sa condamnation en 1983, Denny Nielsen est incarcéré. Il purge sa peine dans plusieurs établissements pénitentiaires au Royaume-Uni. La durée de sa détention est longue. Plus de 30 ans. Au fil du temps, son statut évolue. Sa peine est confirmée comme une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Il reste détenu jusqu'à la fin de sa vie. Pendant ces années, il mène une existence encadrée. Le quotidien carcéral suit un rythme stable. Des périodes de détention classiques. Des phases d'isolement. Des activités autorisées. Il écrit. Il correspond. Certains de ses écrits circulent. Mais sa situation reste celle d'un détenu condamné. Il ne bénéficie d'aucune perspective de sortie. Au cours de sa détention, il est également impliqué dans des échanges avec des chercheurs et des journalistes. Ces échanges portent sur son parcours. Mais il ne modifie pas sa situation judiciaire. Avec le temps, son état de santé se dégrade. Les éléments disponibles indiquent qu'il souffre de problèmes médicaux. Le 12 mai 2018, Denny Nielsen meurt en détention. Il est âgé de 72 ans. Les causes de sa mort sont liées à des complications médicales. Sa mort met fin à la peine. Mais elle ne modifie pas les faits établis. La condamnation reste. Les responsabilités aussi. L'affaire Denny Nielsen est aujourd'hui connue. Elle est documentée. Étudiée. Racontée. Les faits sont établis. Entre 1978 et 1983, plusieurs hommes sont tués dans 2 appartements du nord de Londres. Un nombre d'environ 15 victimes est retenu. Certaines sont identifiées. D'autres ne le sont pas. L'auteur est arrêté. Jugé. Condamné. Il meurt en détention en 2018. Ce cadre existe. Il est fixé. Mais au-delà de ce cadre, une autre dimension apparaît. Celle des limites. Toutes les victimes ne peuvent pas être nommées. Tous les événements ne peuvent pas être reconstitués dans le détail. Et toutes les explications ne permettent pas de rendre compte de ce qui s'est produit. Des éléments existent. Des déclarations. Des analyses. Des tentatives de compréhension. Mais aucune ne permet d'établir une réponse unique. Ce chapitre ne propose pas de conclusion. Il rappelle une réalité. Les faits sont connus. Le reste l'est moins. Et dans cet écart, quelque chose demeure. Une série d'événements entièrement réels. Mais qui ne se laissent pas entièrement expliquer. Ce soir, tu as traversé une histoire vraie. Avec ce qui peut être établi. Et avec ce qui ne peut pas l'être. Ferme les yeux. Et garde simplement ceci. Certaines histoires se terminent par un verdict. Mais ne se terminent pas, vraiment.